Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette dernière édition du week-end. Tout d'abord, voici le sommaire qui la compose. La direction du budget a procédé par anticipation ce vendredi 23 août au virement des salaires des travailleurs de la fonction publique dans un contexte actuel de polémique sur le budget public. La Mauritanie a vendu cette semaine des bons du Trésor pour un montant global de 554 millions de billets, selon un communiqué de la Banque centrale de Mauritanie. Le ministère de l'Habitat porte à la connaissance du public l'interdiction de toute construction anarchique en zone urbaine non autorisée, exposant les contrevenants à une démolition pure et simple sans aucune forme d'indemnisation. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle session d'information et comme vous l'aurez probablement constaté, est entièrement consacrée à l'actualité nationale. Les fonctionnaires mauritaniens ont sûrement débuté ce week-end qui s'achève dans l'enthousiasme. En effet, contre toute attente, la direction du budget a procédé ce vendredi 23 août au virement des salaires des travailleurs de la fonction publique. Une mesure qui vise certainement à faire taire des très nombreuses supputations liées à des problèmes d'argent dans les caisses du Trésor public au point que certains sont même jusqu'à prédire l'incapacité de l'État de payer les salaires du mois en cours. Une appréciation de Fofana Issa qui étaye sa thèse à travers cet élément. En effet, les rumeurs les plus folles et les plus fantaisistes circulaient à propos du départ de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et du contenu de ses valises de voyage, ainsi que de la vente d'un paquet de bons de trésor par la BCM, également de quelques autres argent que le gouvernement aurait emprunté avec des commerçants de la place. En plus de tout ça, il y a eu la fameuse déclaration de patrimoine de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Ould Djaï, qui a fait jaser quasiment tout le monde. Par rapport aux caisses de l'État, Ould Abdelaziz avait pourtant déclaré dans son discours de remise du pouvoir au nouveau président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani que les réserves nationales en devises couvrent 7 mois d'importation. Malgré cela, encore une autre rumeur selon laquelle la BCM aurait vendu des bons du Trésor pour faire face à une crise de liquidité. Ajoutez à cela les difficultés de certaines des banques primaires nées avec la décennie de la floraison incontrôlée des institutions financières privées et dont beaucoup aujourd'hui éprouvent de réelles difficultés à honorer le moindre engagement si elles n'ont pas tout simplement fait faillite. Bref, une véritable mare à crapaud ou à facochère dans laquelle se roule l'économie nationale annonçant des lendemains qui ne rassurent pas. On serait donc tenté de se dire que ce virement des salaires anticipés des fonctionnaires au 23 août a douché l'ardeur des concitoyens friands de polémiques à sensation, du moins pour le moment. Justement, nous en venons à un des facteurs financiers de l'action publique posée durant cette semaine et qui a contribué à nourrir la polémique. En effet, la Mauritanie a vendu cette semaine des bons du Trésor pour un montant global de 554 millions d'ouguiyas, informe un communiqué de la Banque centrale de Mauritanie. 100 millions d'ouguiyas MRU ont été vendus pour une échéance de 4 semaines à un taux moyen pondéré de 4,70%, alors que les 454 millions d'ouguiyas MRU restants ont été cédés pour une échéance de 13 semaines à un taux de 4,89%, a précisé le communiqué. Pour rappel, la BCM et le Trésor mauritanien avaient lancé conjointement mardi dernier un appel d'offres pour la cession de bons du Trésor pour un montant global de 860 millions d'ouguiyas MRU. La date limite de règlement pour cette mise en adjudication a été fixée à ce jeudi 22 août 2019. On reste dans le chapitre des investissements et de la spéculation, mais à une échéance beaucoup plus basique et plutôt culturelle, pour rappeler qu'au début des années 1970, le Sahel était frappé par une terrible sécheresse qui avait décimé les troupeaux, y compris les dromadaires, pourtant réputés comme résistants en milieu hostile. Les hommes d'affaires avaient alors acheté à vil prix les animaux restants aux petits propriétaires pour créer les élevages commerciaux, c'est-à-dire vendre les bêtes puis en racheter pour reconstituer les troupeaux. Mais ce phénomène de concentration n'a pas pour autant révolutionné la filière, comme l'a constaté pour nous Fatim Fall. En effet, la majorité du cheptel est toujours détenue par des petits éleveurs possédant entre 10 et 30 animaux, souvent hérités de leurs parents.
Le reste entre soit dans la catégorie des élevages de prestige, propriété de riches Mauritaniens pour le plaisir personnel, soit des éleveurs commerciaux très minoritaires. Le lait de chamel est un produit de niche, mais il est en phase avec l'évolution des goûts des consommateurs portés vers le bio, surtout aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne. Pour le moment, toutefois, le marché européen reste fermé à ce produit tant que la Mauritanie ne remplira pas les normes phytosanitaires de l'Union européenne. Mais le directeur général de Tiviski reste persuadé que ce produit a un grand avenir, de même que le commerce de la viande caméline, notamment à destination des États côtiers d'Afrique au sud de la Mauritanie, dont la croissance démographique est synonyme d'alléchant marché. Le Sénégal, entre autres, est devenu un débouché majeur et progressivement une terre d'élevage pour les troupeaux mauritaniens. Au niveau national, l'organisation de la filière souffre d'une gouvernance erratique. L'histoire du Centre mauritanien de développement de l'élevage caméline résume ces difficultés. L'idée de ce centre destiné à améliorer la race caméline grâce aux biotechnologies et de l'insémination artificielle a été lancée pour un coup de tête du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, lui-même propriétaire d'un troupeau de prestige en marge d'une rencontre avec le secrétaire général de la FAO en 2014. 5 ans plus tard, le CMDEC n'a toujours pas décollé malgré les promesses. La route pour y arriver dans la proche banlieue de Nouakchott n'est toujours qu'une piste défoncée. Le raccordement électrique vient à peine d'être réalisé. Une poignée de chameaux sélectionnés somnolent dans des enclos. Toujours en matière d'investissement, mais dans le domaine immobilier cette fois, c'est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui lève le ton et menace certains usagers. Et pour cause, depuis quelque temps, il a été constaté que des individus procèdent à des morcellements de concessions rurales dans le périmètre urbain de Nouakchott, particulièrement sur l'axe Nouakchott-Agjucht, et des ventes de parcelles issues de ces morcellements, et ce au mépris de la réglementation en vigueur. Ce qui a entraîné la production en guise d'avertissement de ce communiqué sur lequel revient entièrement pour nous Adam Kone. Le ministre rappelle que les concessions rurales non régulièrement conformément aux procédures prévues à cet effet sont réputées inexistantes. Le code de l'urbanisme stipule expressément que les lotissements entrepris par des tiers de personnes ne peuvent intervenir qu'auprès de l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme qui en détermine le nouveau équipement et l'exscription particulière. En conséquence, ces activités régulièrement doivent immédiatement cesser et les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les lois et régulièrement en vigueur. Le ministre demande aux acquéreurs potentiels du surseoir à toute démarche d'acquisition de ces parcelles illégalement loties. Par ailleurs, il a été également constaté une recrudescence de construction nouvelle de parcelles situées dans les zones dites de chevauchement. Ces zones sont toujours en cours de traitement en vue de trouver les solutions idoines à tous les problèmes posés, dans le strict respect des droits des tiers régulièrement acquis. Ces constructions, par le fait accompli qu'elles engendrent, compromettent gravement l'application des lois en cours de formulation. Le ministre porte à la connaissance du public que toutes constructions sont formellement interdites dans ces zones jusqu'à ce que des solutions d'ensemble soient approuvées et appliquées. Les contrevenants à cette interdiction s'exposent à des démolitions pures et simplement sans aucune forme d'indemnisation. Foncière, mais sur un paramètre beaucoup plus pernicieux avec des relents plutôt pécuniaires. Ceci nous incite tout légitimement à revenir sur ces initiateurs d'une pétition dite citoyenne dénommée « Tous pour les jardins de Sepra » et constituée d'individus et associations de la société civile sur les réseaux sociaux qui s'engagent à appuyer le gouvernement dans la réflexion et la mise en œuvre d'un plan de réhabilitation juste et durable. Il exhorte ainsi le nouveau gouvernement fraîchement composé à traiter en priorité le dossier de la palmeraie de Nouakchott, communément appelé Jardin de la Sepra, qui constituait le principal espace vert de la capitale pendant près de 3 décennies. État des lieux et de la situation avec Habi Diakité. Créé à l'indépendance de notre pays et à la naissance de sa capitale, cet espace vert unique en son genre à Nouakchott, d'une superficie de 50 hectares, alimentait le marché local en fruits, légumes et dattes, tout en offrant un revenu stable à plus de 300 familles, 700 exploitants et 2000 employés.
Victime des spéculateurs immobiliers, la Palmeraie de Nouakchott est le théâtre d'un véritable drame humain, d'un désastre écologique, social, économique et sanitaire et qui constitue, selon les initiateurs d'Ozos, une tache sombre dans la capitale. Une série noire qui commence en 1990 par une descente musclée de l'administration pour faire déguerpir les cultivateurs, propriétaires des lieux et titulaires de titres fonciers, qui n'ont pas voulu troquer leurs terres contre des terres à Toujinine et de Darnaïm. Mais Dieu les a punis, parce que ça c'est de la végétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il ne vous restait qu'un seul plant à planter, on crie le qiyam, plantez-le quand même. Le site de Sebkha, ça fait partie du patrimoine culturel. On peut considérer que c'est de la ville de Nouakchott. Devant leur résistance et leur refus d'abandonner leur propriété, leur seul bien, tout a été mis en œuvre pour rendre la zone insalubre et inexploitable et rendre leur vie infernale. Contamination du réseau d'alimentation en eau, embargo sur leurs produits, interdiction de production, privation de tout service public, eau, assainissement, éclairage public, sécurité. Pire, la Palmeraie était transformée en décharge publique et est régulièrement arrosée par des eaux brutes de fosses septiques collectées par les citernes de l'ONAS. Le bras de fer continue à ce jour contre une communauté de vieux paysans cultivateurs et une administration qui ne démord pas et qui espère les avoir à l'usure. En attendant, la belle Palmeraie d'antan, asphyxiée, polluée, défigurée, fait régulièrement l'objet d'incendies parfois volontaires et est devenue le foyer d'excellence du grand banditisme urbain. Elle se meurt lentement mais sûrement. Aujourd'hui, les initiateurs de la pétition appellent au sens de la responsabilité et de justice et à l'engagement du nouveau président de la République et de son gouvernement pour établir en priorité les exploitants du verger dans leurs droits et dignité. Et d'autre part, œuvrer à la réhabilitation de ce patrimoine culturel et naturel. Pour nous étaler sur le sujet, nous avons convié en direct sur notre plateau ma consoeur, Mme Emouna Mtissali, qui est également engagée aux côtés du réseau des journalistes mauritaniens œuvrant pour la protection de l'environnement, tout en présidant sa propre structure dénommée ONG Biodiversité, ce qui ne l'empêche pas d'arborer une seconde casquette qui fait d'elle également la directrice de l'espace culturel de la biodiversité de Nouakchott. Bonsoir Emouna, si tu me le permets, je peux te tutoyer. Voilà, avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, comme on le constate, la restitution de notre reportage commenté par ma collègue Rabi Diakité parle de lui-même et est sans équivoque. Vous qui êtes allé sur le terrain et nous ramenez ce témoin poignant, on serait tenté de dire que c'est ce qui se passe exactement au niveau des jardins maraîchers de la Sebkha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce qui se passe là-bas? Alors d'abord, merci beaucoup pour ce beau reportage. Rabi, merci. Et alors, ce qui se passe, c'est une très très longue histoire, difficile de la raconter en 2 minutes. Donc, je vous invite à chercher l'histoire sur les réseaux sociaux YouTube. Mais grosso modo, et selon plusieurs sources d'informations que nous avons recoupées, aussi bien avec les usagers, donc les propriétaires qui sont là-bas depuis les indépendances, ils disent qu'ils ont été ramenés par le gouvernement de feu Mokhtar Ould-Daddah d'Adrar, donc de Tagant et d'Attar, pour venir apporter la culture du dattier, parce qu'il n'y avait pas de dattier à Nouakchott. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de faire planter des palmiers dattiers à Nouakchott et de planter aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout le potager qui d'habitude se fait sous les palmiers dattiers. Donc ils sont là depuis les années 50. Ils ont été accompagnés, ou ils ont accompagné le projet, le centre d'épuration de Nouakchott, qui a été mis en service en 1959. Et c'était un service extraordinaire qui continue d'ailleurs à fonctionner. Il suffit juste de l'entretien et quelques produits de javelisation. Ce sont les techniciens qui travaillent toujours aujourd'hui à cette station qui me l'ont dit. Un chimiste qui est professeur à l'université aussi qui l'a confirmé. Le circuit continue à fonctionner, donc il est très vieux, mais il est encore fonctionnel. Et ces cultivateurs qui sont là, ces paysans, qui, après, quand la route de Nouakchott-Noix-du-Bois a été construite, quand Nouakchott a voulu devenir une ville très, très importante, quelques spéculateurs sont venus et ils ont tout fait
vraiment pour les faire déguerpir. Et c'est là où on a vu la naissance des potagers de Dar Naïm, de Toujouni, et une tentative qui a échoué au PK17 avec l'Aftot Sahli. Donc c'est une très très longue histoire, justement, mais qui fait très mal. Cette situation préoccupante, vous avez donc lancé une pétition en ligne où en est-on quant à l'engouement et l'engagement et qu'il doit susciter. Et qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement? Alors beaucoup de choses, parce que ce nouveau gouvernement nous donne de l'espoir. C'est un vent d'espoir dans tout le pays. On sent que les choses, on a besoin et on veut que les choses changent, que justice soit faite pour ces cultivateurs, justice soit faite pour que cette palmeraie retrouve son rôle de poumon vert, d'espace vert, de lieu de distraction, mais aussi de travail, d'emploi. Ça fait mal de voir qu'on a énormément de jeunes qui sont sans emploi, que nous avons beaucoup d'opportunités de faire travailler et de faire revivre cette palmeraie. Ça va créer de l'emploi. Nous sommes dépendants, nous ramenons nos fruits du Maroc, du Sénégal, du Mali et nos légumes. Alors qu'avec cette palmeraie, on peut être, si c'est bien fait, bien géré, on peut répondre à tous ces besoins-là. As-tu un dernier cri de cœur à lancer ou même un coup de griffe à donner? Alors, Nouakchott a besoin de poumons verts. On a vu avec l'espace liberté, le Saht al-Hurriya, on a vu l'envie, les gens ont envie d'espace public, on a envie d'espace de vie, ils ont envie de respirer. Nouakchott est en train de devenir une ville de béton, de ciment, de goudron. Il n'y a pas d'arbres pour s'abriter. Quand vous cherchez un taxi, un bus, le jour, vous n'avez pas un arbre pour vous abriter. Et ça fait très très mal. On a besoin d'arbres, on a besoin d'espace vert, on a besoin d'espace pour respirer. Merci de ta disponibilité. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevions sur notre plateau ce soir Maïmouna Metessalek, présidente de l'ONG Biodiversité et à la fois directrice de l'espace culturel de la biodiversité qui nous entretenait de la nécessité de la préservation des fameux jardins maraîchers de la Sebra. Merci beaucoup. Qui dit palmeraie, oasis, dit forcément désert. Je vous invite donc, mais pas à dos de chameau, plutôt en train, particulièrement celui-ci appelé le petit train des voyageurs. C'est un train unique en son genre, un petit train de voyageurs à taille humaine qui file à travers les immensités désertiques de Mauritanie sur une voie mythique. En effet, le train du désert circule sur la seule voie ferrée du Sahara, reliant sur près de 700 km Nouadhibou à Zouérat. En chemin, il croise aussi l'interminable train minéralier, le train le plus long et le plus lourd d'Afrique qui circule sur la même voie. Fofana Issa vous invite à embarquer avec nous de Choum à Zouérat en passant par Ben Amira pour un voyage au rythme du train. Parti de la ville de Choum, localité du nord-ouest de la Mauritanie, le train du désert met le cap au nord vers la région de Tiris Zemmour. Vitesse maximale, 60 km à l'heure. À l'est, défilent les dernières montagnes de l'Adrar, le principal massif du pays. À l'ouest, s'étend une immense plaine sableuse semée de pitons rocheux. Entre les acacias apparaissent les pointes blanches des Khaïma. La particularité de ce parcours, c'est qu'il circule sur l'unique voie ferrée de Mauritanie et de tout le Sahara, celle du train minéralier mis en service par les Français en 1963. Lancé en 1998 par la coopérative Point Afrique, le train du désert a fonctionné jusqu'en 2005, avant de disparaître avec l'effondrement du tourisme. Frappé par des attaques terroristes, dont celle d'Alleg en 2007, une partie de la Mauritanie a été placée en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères français en 2010. Mais depuis 2017, la donne a changé. Le Quai d'Orsay a allégé ses consignes de sécurité, ouvrant donc la voie à une relance du tourisme et à une reprise des vols Paris-Dakar. Après plus de 10 ans d'interruption, l'heure est enfin venue pour le train du désert de sortir du hangar. Dans la cabine de pilotage, le cheminot s'agite. Il vient de recevoir un appel radio de la SNIM qui gère la voie car un train minéralier chargé arrive des Zouérat. Le petit train doit donc se mettre sur la voie d'évitement pour le laisser passer. La voie ferrée étant unique, les trains minéraliers ont la priorité. Une immense masse apparaît donc à l'horizon. Voilà enfin le fameux train minéralier. 3 énormes locomotives et plus de 150 wagons qui défilent dans un fracas assourdissant. Long de 2,5 km et pouvant peser jusqu'à 17 000 tonnes, le train minéralier est connu comme l'un des trains les plus lourds et les plus longs du monde. Quelques heures plus tard, le train du désert arrive en gare des Zouérat. Cette cité du Nord
compte 44 600 habitants selon le recensement de 2013. À la nuit tombée, le train du désert quitte Zouerat, direction le village de Ben Amira, à 250 km au sud. Les voyageurs s'installent dans la voiture couchette pour une nuit passée au rythme des balancements du train. À quelques kilomètres du village, avec ses 550 mètres, c'est le troisième plus haut du monde après les deux monolithes de l'Australie. Un campement a été dressé au pied du monolithe de Ben Amira pour permettre aux voyageurs de passer la nuit au milieu des dunes. On revient à Nouakchott en longeant la côte, cette fois jusqu'à la plage qui fait front à notre capitale. Notre équipe mobile a eu l'idée en cette période de canicule d'aller fixer les images au bord marin tôt le matin et ce jour dominical pendant que la plupart des Nouakchottois faisaient encore la grasse matinée. Comme on peut le constater sur ces images, contrairement aux habitudes, on se rend compte que la bordure de mer tôt le matin est marquée par la plénitude, le calme de la mer, son charme et la sérénité qu'elle procure, contrairement aux âpres midis brûlants et polluants. Avis donc à ceux qui sont matinaux en cette période de vacances. La mer est beaucoup plus accueillante. Dimanche, c'est aussi et surtout le sport avec le stade Veten ou l'Erguebi d'Uksar qui a abrité durant ce week-end les activités de la deuxième édition de la Coupe du maire d'Uksar de football organisée cette année sous le slogan « L'unité dans la diversité » avec la participation de 16 équipes. Durant un mois reparti entre deux groupes, les équipes vont s'affronter en match aller et retour. Le démarrage des compétitions de cette coupe s'est déroulé en présence du préfet de la commune d'Uksar, du président du Haut Conseil de la jeunesse par intérim, du directeur du sport et des maires des communes de Nouakchott, ainsi que d'autres acteurs de la commune engagés dans la promotion de la jeunesse, dont je vous propose d'écouter les sentiments de l'un d'entre eux en marge de la cérémonie. Nous saluons d'abord l'excellente initiative qu'a eue la commune d'Uksar, l'organisation d'un tel tournoi sous le thème la diversité, l'unité dans la diversité, et pour promouvoir un peu le sport comme vecteur de développement et de cohésion sociale. C'est une excellente initiative qui va permettre aux jeunes de jouer, de se regrouper, de faire en sorte de développer le sport au niveau de la commune. Donc c'est une initiative qui est à saluer, qui est à renouveler. Donc nous continuons en tout cas de nous battre et de soutenir le maire qui est là, qui fait un excellent travail, que ce soit au niveau du sport ou dans les autres secteurs. En tout cas, c'est une initiative que nous saluons et au niveau de la SOCOJIMPS, c'est une fierté pour nous de participer à une telle compétition, à un tel tournoi qui va nous permettre aussi de nous rapprocher avec les autres quartiers du Xar. Voilà, ça sera, comme le thème l'indique, l'unité dans la diversité. La dernière page de ce journal est consacrée à la page météo où, selon le réseau administratif de commandement RAC relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les quantités de pluie conséquentes ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans plusieurs grandes régions du pays que sont le Hord Sharqi, le Gorgol, le Tegant et le Tirizamour. On a quantifié par exemple 98 mm à Delbagro, Tichit 30 mm et jusqu'à 72 mm à Kifa. C'est sur cette page rafraîchissante et rassurante pour nos éleveurs et agriculteurs que nous apprêtons à refermer ce journal. Mais avant de clore cette édition, un rappel du menu qui la constitue. La direction du budget a procédé par anticipation ce vendredi 23 août au virement des salaires des travailleurs de la fonction publique dans un contexte actuel de polémique sur le budget public. La Mauritanie a vendu cette semaine des bons du Trésor pour un montant global de 554 millions de billets, selon un communiqué de la Banque centrale de Mauritanie. Le ministère de l'Habitat porte à la connaissance du public l'interdiction de toute construction anarchique en zone urbaine non autorisée, exposant les contrevenants à une démolition pure et simple sans aucune forme d'indemnisation. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin ce dernier journal de la semaine que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Vous pouvez revoir cette édition à minuit temps universel ou la consulter sur notre page électronique dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a permis de vous servir. Bon début de semaine à tous. Quant à moi, je vous retrouve ce mardi avec le même plaisir. À bientôt.